Il y a des décennies, l'Iran allait devenir une superpuissance. En 1977, l'économie de l'Iran était 65%, supérieure à celle de la Corée du Sud, plus grande que celle de la Turquie, et 5 fois plus importante que celle du Vietnam. Et pourquoi pas ? Il était assis sur le pétrole moteur du monde et sur une géographie convoitée par tous les empires. Mais une décision obstinée prise dans les années 1980 est la raison pour laquelle l'Iran a été mis à genoux aujourd'hui. En un instant, vous blâmeriez la révolution islamique, mais c'était autre chose. C'était la poursuite d'un pouvoir aveuglant pour assurer une domination incontestable. La volonté de domination de l'Iran ne concernait ni l'Amérique ni Israël à l'origine, mais résultait de la géopolitique du Moyen-Orient, profondément divisée entre sunnites et chiites. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie et les Émirats arabes unis sont à majorité sunnites, tandis que l'Iran est la seule grande puissance chiite de la région. Cette division a suscité des décennies de méfiance, de rivalité et de conflits. Mais au centre de ce jeu de pouvoir résidait un élément déterminant l'essor et la chute des empires. Près de 30% de la production mondiale de pétrole et une grande partie des réserves de gaz naturel sont situées au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite et l'Iran ont d'immenses réserves de pétrole, mais la géographie détient le vrai pouvoir, notamment via les points d'étranglement du commerce mondial. Le détroit d'Ormuz, le canal de Suez et Bab el-Mandeb sont dans cette région. Contrôler ces routes, c'est détenir le pouvoir économique et politique. Ces facteurs sont verrouillés. L'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et l'Iran se disputent le pouvoir depuis le XXe siècle. Mais un événement a bouleversé la structure du pouvoir à jamais. Après le printemps arabe, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar ont renforcé leurs alliances avec le monde occidental, en particulier les États-Unis. L'Iran, quant à lui, est devenu plus isolé. Ses voisins ont aggravé la situation. L'Iran a mené une guerre dévastatrice contre l'Irak dans les années 1980. L'instabilité de l'Afghanistan reste une préoccupation sécuritaire. Un défi majeur était la frontière tendue avec le Pakistan, voisin nucléaire avec qui il avait des conflits fréquents. Des décennies plus tard, ce Pakistan jouerait un rôle clé en rendant l'Iran très dangereux. Mais alors, tous ces facteurs ont amené l'Iran à conclure que l'énergie nucléaire était vitale à sa survie. Ainsi, un pays étrange a aidé l'Iran à développer la technologie nucléaire. Ce n'était ni la Chine ni la Russie. Mais étonnamment, ce pays était les États-Unis. Vous comprendrez bientôt pourquoi cela avait du sens. Le programme nucléaire iranien a commencé avant les grandes difficultés évoquées. Sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, l'Iran a lancé une série de projets nucléaires ambitieux, avec l'aide majeure des États-Unis et de l'Europe. Selon Akbar et Ahmad, l'Iran menait déjà des recherches et des formations nucléaires à l'université de Téhéran à la fin des années 1960. Ce travail était centré autour d'un réacteur de recherche de 5 MW fourni par les États-Unis, qui est devenu opérationnel en 1967. Quelques années plus tard, le traité sur la non-prolifération nucléaire est entré en vigueur. L'Iran est devenu l'un des 62 signataires originaux. Au milieu des années 1970, les ambitions nucléaires de l'Iran avaient explosé. En 1974, le Shah a annoncé un objectif audacieux, produire environ 23 000 MW d'électricité, à partir de l'énergie nucléaire en 20 ans. Pour cela, l'Iran a signé des contrats avec des fournisseurs nucléaires occidentaux, et s'est associé à Kraftwerk Union pour construire 2 réacteurs de 1200 MW à Bushehr. La cerise sur le gâteau. En parallèle, des négociations étaient menées avec une entreprise française pour 2 réacteurs de plus. Il était logique que les États-Unis aident l'Iran dans la technologie nucléaire, pour rapprocher Téhéran de l'Occident pendant la guerre froide, dans un but pacifique. L'Iran a investi massivement dans le cycle du combustible nucléaire. En 1974, il aurait investi $1 milliard dans Eurodif à cette époque. Tamad note aussi que l'Iran développait des capacités locales, dont un nouveau centre de recherche nucléaire à Ispahan-Est, et des opérations d'extraction et de traitement de l'uranium. Mais un beau jour, des années de progrès ont été réduites à néant. La révolution était devenue réalité, et avec Khomeini, la figure de proue autour de laquelle l'opposition s'était rassemblée, il y avait un leader tout trouvé. La révolution iranienne de 1979 a presque complètement arrêté toutes les activités nucléaires. De plus, la guerre Iran-Irak a éclaté en 1980, épuisant les ressources et détruisant l'infrastructure nucléaire iranienne. Par exemple, les 2 réacteurs nucléaires en construction à Bushehr ont été bombardés à plusieurs reprises, et finalement le projet a été arrêté. Vous pourriez vous demander comment les États-Unis et Israël sont devenus les plus grands ennemis de l'Iran. Dans les années 1990, seul Israël avait des réacteurs nucléaires au Moyen-Orient, sans jamais l'admettre publiquement, même via des rapports ou lanceurs d'alerte. L'Iran était bien conscient des capacités nucléaires d'Israël. Israël ainsi que les États-Unis
ont fait ressentir à l'Iran une vulnérabilité stratégique. Les dirigeants iraniens pensaient qu'Israël, sur ordre de Washington, pouvait frapper l'Iran, ce qui affaiblirait son influence et son agenda anti-occidental. Cette crainte a grandi avec le soutien iranien au Hamas et au Hezbollah, opposés à Israël et à l'ordre régional mené par les États-Unis. Mais contrairement à avant, l'Iran ne pouvait plus demander l'aide des États-Unis. Après la révolution islamique de 1979, le nouveau régime de Khomeini était ouvertement anti-occidental et profondément méfiant envers les États-Unis, et ils avaient une raison pour cette haine. Les dirigeants iraniens n'oublient pas l'histoire, notamment le coup d'État de 1953 orchestré par la CIA contre le premier ministre élu. La crainte d'ingérence étrangère a orienté leur stratégie, poussant l'Iran vers de nouveaux alliés comme la Russie, la Chine et le Pakistan. En 1985 puis de nouveau en 1990, l'Iran a signé des accords de coopération nucléaire avec la Chine. En 1995, l'Iran a signé un accord majeur avec la Russie pour terminer le réacteur nucléaire de Bushehr, resté en suspens et potentiellement accéder à une usine d'enrichissement d'uranium. Sous la pression des États-Unis, certains des composants les plus sensibles n'ont jamais été livrés, en particulier le cœur de la technologie des armes nucléaires, c'est-à-dire les équipements liés à l'enrichissement. En réalité, quand la Russie a accepté d'aider l'Iran pour Bushehr, elle s'est limitée aux usages civils, sans toucher à la technologie d'enrichissement. Cela a temporairement permis à l'Iran de justifier l'achat d'équipements nucléaires avancés, qui n'auraient sinon peut-être pas été vendus à cause de leur usage militaire potentiel. Tout le monde pensait que les rêves de l'Iran concernant les armes nucléaires étaient terminés. Mais un fou du Pakistan avait d'autres plans dans les années 1990. On pense que l'Iran a acquis la technologie d'enrichissement de l'uranium via le marché noir. Dirigé par le scientifique nucléaire pakistanais A.Q. Khan, Khan est connu comme le père de la bombe nucléaire pakistanaise. Je l'ai traité de fou car il vendait la technologie nucléaire comme des cacahuètes. Khan a directement vendu la technologie nucléaire, des plans de centrifugeuses et des matériaux à l'Iran, à la Corée du Nord et à la Libye, par le biais de son réseau illégal de trafic nucléaire. Cette technologie a donné des ailes à l'Iran. À la fin des années 1990, des hauts responsables iraniens ont approuvé une initiative secrète connue sous le nom de Plan Ahmad. Il s'agissait d'un projet visant à constituer un arsenal de 5 armes nucléaires d'ici 2004. Étonnamment, l'Iran a presque réussi ce plan, qui était dirigé par Mohsin Fakhrizadeh et a progressé rapidement en seulement quelques années. Dans le plan Ahmad, l'Iran a acquis et adapté des conceptions d'armes nucléaires étrangères pour développer les siennes. Il a mené des essais d'explosifs conventionnels, réalisé des expériences de moulage et d'usinage en utilisant des matériaux de substitution, et étudié comment une ogive nucléaire pourrait être intégrée au missile balistique Shahab-3. Mais l'Iran manquait encore de l'élément le plus crucial d'une arme nucléaire, à savoir la matière nucléaire de qualité militaire, soit de l'uranium hautement enrichi, soit du plutonium. Pour résoudre ce problème, l'Iran a secrètement construit 2 sites nucléaires majeurs, une usine d'enrichissement d'uranium à Natanz et une installation d'eau lourde à Arak. Des années durant, seuls les Iraniens connaissaient ces installations, jusqu'à ce que leur peuple les trahisse. En 2002, le Conseil national de la résistance iranienne a publiquement révélé les 2 sites. C'est une coalition d'opposition iranienne qui a agi pour se venger de la République islamique. L'Iran a soutenu que les installations étaient civiles après leur exposition. Mais leur conception prouvait le contraire. Natanz pouvait produire de l'uranium de qualité militaire et Arak du plutonium, tous deux essentiels aux armes nucléaires. Encore plus grave était le fait que l'Iran avait dissimulé ces sites à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une fois la vérité révélée, la suspicion internationale a explosé. La révélation de Natanz et d'Arak a déclenché un effort mondial intense pour stopper le programme d'enrichissement de l'Iran. En octobre 2003, l'Iran a accepté avec la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne de suspendre l'enrichissement et de signer un protocole pour des inspections intrusives de l'AIEA. Mais la confiance n'est jamais vraiment revenue. À la même époque, l'invasion américaine de l'Irak en 2003, pour des soupçons d'armes de destruction massive, a envoyé un message fort à Téhéran. Plus tard cette année-là, l'Iran a officiellement stoppé le plan Ahmad, son programme d'armes nucléaires. Mais la crise était loin d'être terminée. En 2006, le P5+1 a présenté à l'Iran une offre diplomatique, comprenant des incitations économiques et politiques en échange de la suspension de l'enrichissement. Quasiment en même temps, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 1696, sa première exigence juridiquement contraignante demandant à l'Iran de stopper l'enrichissement. Mais au lieu de mettre fin à son programme d'armes nucléaires, l'Iran l'a réorganisé en 2 filières parallèles. La filière ouverte regroupait des installations à objectifs civils plausibles, comme celle de Natanz et d'Irak.
La filière secrète était plus petite, plus discrète et bien plus sensible. Son objectif était de préserver l'expertise du plan Ahmad et de poursuivre des recherches cruciales sur les armes. Selon l'IAEA, des activités comme la modélisation informatique de l'implosion nucléaire, la dynamique de compression et le rendement explosif ont continué au moins jusqu'en 2009. La même année, Barack Obama, Nicolas Sarkozy et Gordon Brown ont conjointement révélé un autre site secret, une installation secrète d'enrichissement d'uranium près de la ville de Qom. Plus tard, le monde la connaîtra comme l'usine d'enrichissement de combustible de Fordo. Les estimations des services de renseignement israéliens suggèrent que près de 70% des scientifiques qui travaillaient autrefois sur le plan Ahmad ont été intégrés dans une nouvelle organisation. SPND, l'Organisation iranienne pour l'innovation et la recherche en matière de défense. En 2010, l'Iran a franchi un seuil insensé. Il a commencé à enrichir de l'uranium à une pureté de 20%. C'était insensé, parce que l'uranium enrichi au-delà de 20% est classé comme uranium hautement enrichi. Une fois cet enrichissement atteint, l'accès à l'uranium de qualité militaire, soit plus de 90%, devient bien plus facile. Les efforts d'enrichissement de l'Iran reposaient principalement sur la technologie des centrifugeuses à gaz. Pour comprendre pourquoi cela a alarmé le monde, il faut savoir que cet uranium naturel ne contient que 0,7% de l'isotope fissile U-235. En gros, l'uranium naturel ne peut pas alimenter un réacteur nucléaire. Seulement environ 0,7% de celui-ci le peut, ce qui est très peu. Et c'est là que l'enrichissement entre en jeu. Les réacteurs nucléaires civils nécessitent un enrichissement à seulement 3 à 5%, mais atteindre 20% constitue le véritable seuil. L'enrichissement de l'uranium de son état naturel à 20% est bien plus difficile que de passer de 20% à un niveau militaire, ce qui explique l'inquiétude mondiale suscitée par le programme iranien. Ce niveau, bien qu'inférieur à la qualité militaire, réduisait fortement le temps nécessaire à l'Iran pour l'atteindre. À la même époque, les États-Unis étaient focalisés sur la guerre contre le terrorisme et la traque d'Oussama Ben Laden et des chefs d'Al-Qaïda. Tout signe d'instabilité ou de coopération secrète dans la région était pris extrêmement au sérieux à cette époque. Des rapports de renseignement évoquent des liens entre le ministère iranien du renseignement et des réseaux militants. Prouvées ou non, ces allégations rendirent les ambitions nucléaires de l'Iran encore plus menaçantes aux yeux du monde, surtout pour l'Amérique et Israël. Pour Israël, cela devint une menace existentielle, car les dirigeants iraniens rêvaient d'anéantir Israël avec des armes nucléaires. Israël a donc pratiqué de la magie noire sur les centrifugeuses. Les centrifugeuses ont soudainement accéléré au-delà des limites de sécurité, provoquant le vacillement, le frottement et la déformation des rotors, et de nombreuses se sont fissurées ou brisées. Étonnamment, les écrans de la salle de contrôle affichaient une situation normale. Les images semblaient indiquer la présence d'un fantôme ou de magie noire, auquel le monde a donné un nom. Stuxnet était un verre informatique extrêmement sophistiqué conçu spécifiquement pour cibler les installations nucléaires iraniennes. Contrairement aux cyberattaques classiques, Stuxnet a visé les systèmes de contrôle industriels, notamment les API qui géraient les centrifugeuses d'uranium iraniennes. Découvert publiquement en 2010, il fut la première arme cybernétique connue à causer des destructions physiques, sabotant les machines et fournissant de fausses données aux opérateurs. Des enquêtes ont montré que Stuxnet avait probablement été créé par un effort commun, incluant la NSA, la CIA et les renseignements israéliens. Stuxnet a ralenti le programme nucléaire iranien comme jamais auparavant, sans bombes ni missiles. C'était une attaque numérique, qui a prouvé que la cyberguerre était devenue un nouveau champ de bataille. Mais j'ai dit ralenti, pas arrêté. Malgré la pression croissante, le programme d'enrichissement de l'Iran a continué d'avancer. À l'été 2013, l'Iran avait installé plus de 18 000 centrifugeuses de première génération, IR-1, ainsi qu'environ 1300 machines avancées principalement du type IR-2M. Au même moment, l'Iran avait stocké près de 9700 kg d'uranium, enrichi jusqu'à 5%, et environ 370 kg enrichis à 20%. Même dans cette escalade, la diplomatie n'a pas totalement échoué. Des discussions secrètes entre l'Iran et les États-Unis ont abouti à une avancée majeure, appelée Plan d'action conjoint, ou JPOA. Le JPOA a été conçu comme un accord temporaire visant à instaurer la confiance. Il couvrait la période de janvier à juillet 2014, avec la possibilité de prolonger la durée de 6 mois par consentement mutuel. Dans le cadre de l'accord, l'Iran a accepté de cesser la production d'uranium enrichi à 20%, de diluer son stock existant de 20% et de permettre un contrôle élargi pour l'accès de l'Agence internationale de l'énergie atomique à ses installations nucléaires.
En échange, le P5+1 a proposé un allègement limité mais notable des sanctions. Ils ont promis de ne pas imposer de nouvelles sanctions nucléaires tant que l'accord restait valide et ont débloqué environ 4,2 milliards de dollars d'avoirs iraniens à l'étranger. Plus important encore, le JPOA a créé un cadre pour négocier une solution permanente. Cet accord à long terme est arrivé près de 2 ans plus tard. Le 14 juillet 2015, l'Iran et le J5+1 ont annoncé le plan d'action global commun, mieux connu sous le nom de JCPOA. Dans le JCPOA, l'Iran a accepté des restrictions strictes et temporaires sur son programme nucléaire. N'utilisez pas plus de 5060 centrifugeuses IR-1 pendant 10 ans. Limitez l'enrichissement de l'uranium à 3,67% pendant 15 ans et plafonnez son stock d'uranium enrichi à 300 kg pour la même période. En échange, l'Iran a obtenu une levée massive des sanctions, et le monde a cru que la crise nucléaire avait enfin été maîtrisée. Cette résolution a levé les anciennes sanctions de l'ONU, mais maintenu un embargo sur les armes pour l'Iran 5 ans, et restreint ses missiles balistiques 8 ans. Mais tous n'ont pas accueilli favorablement le JCPOA. Les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Israël, étaient profondément mécontents de l'accord. Du point de vue de l'Arabie Saoudite, un accord nucléaire avec Téhéran posait 2 problèmes majeurs. La levée des sanctions renforcerait l'économie iranienne et offrirait à Téhéran plus de ressources pour étendre son influence régionale via ses alliés et groupes par procuration. Deuxièmement, l'accord était temporaire. La plupart de ses principales restrictions expiraient après environ 15 ans. Et l'accord ne démantelait ni les connaissances techniques, ni l'infrastructure nucléaire de l'Iran. L'Iran pourrait ainsi légalement développer son programme nucléaire et potentiellement se rapprocher d'une arme. Pour l'Arabie Saoudite, une fois les limites expirées, le JCPOA n'a pas éliminé la menace, mais seulement retardé, tout en renforçant l'Iran. L'objection d'Israël était plus directe. Ses dirigeants affirmaient que l'accord ne bloquait pas vraiment le développement d'armes nucléaires par l'Iran. Il laissait plutôt à l'Iran l'expertise, les installations et le personnel pour relancer ou accélérer son programme plus tard. Pour Israël, un pays qui considère un Iran doté de l'arme nucléaire comme une menace existentielle, le JCPOA n'était pas perçu comme une solution, mais comme un pari dangereux. Et ces objections ont finalement joué leur rôle. Le 29 mars 2016, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont accusé l'Iran d'avoir effectué des essais de missiles balistiques qui étaient intrinsèquement capables de transporter des armes nucléaires. Ils ont déclaré que ces actions violaient l'esprit des restrictions de l'ONU liées à l'accord nucléaire. À la même période, des responsables américains ont prévenu que si l'Iran enrichissait plus d'uranium, il pourrait obtenir assez de matière fissile pour une bombe nucléaire en 2 à 3 mois. Le JCPOA est vite devenu un enjeu majeur de la présidentielle américaine de 2016. Les critiques estimaient l'accord trop faible, temporaire et basé sur la confiance. Quand Donald Trump a pris le pouvoir, cette critique est devenue politique. Le 30 avril 2018, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait une annonce publique spectaculaire, se tenant devant le monde entier. Il a affirmé qu'Israël avait découvert la preuve du programme secret d'armes nucléaires de l'Iran, selon Netanyahou. Après la signature de l'accord nucléaire en 2015, l'Iran a intensifié ses efforts pour dissimuler son passé nucléaire. En 2017, l'Iran aurait déplacé ses dossiers nucléaires les plus sensibles vers un entrepôt hautement sécurisé dans le sud de Téhéran. Cet endroit abritait ce que Benjamin Netanyahou appelait les archives atomiques de l'Iran, un site tellement secret que seuls quelques Iraniens savaient qu'il existait, et quelques Israéliens aussi. Netanyahou a révélé que l'agence de renseignement israélienne, le Mossad, avait mené une opération secrète à l'intérieur de Téhéran. Avec l'aide d'agents sur le terrain, ils ont réussi à extraire une demi-tonne de documents classifiés de l'entrepôt. La prise était énorme. 55 000 pages de documents, ainsi que 55 000 fichiers numériques, stockés sur 183 CDA. Israël a déclaré que ces documents montraient que l'Iran avait menti sur l'aspect militaire de son programme nucléaire et n'avait jamais renoncé à fabriquer une arme nucléaire. 8 jours plus tard, le 8 mai 2018, le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis se retiraient officiellement du plan d'action global commun. Il a affirmé que l'Iran n'avait pas entièrement révélé ses activités nucléaires passées. Il a fortement critiqué l'accord pour avoir ignoré le programme de missiles balistiques iranien et son soutien aux groupes militants au Moyen-Orient. Après le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire, Washington a lancé une campagne de pression maximale. Les États-Unis ont réimposé de lourdes sanctions et ciblé agressivement les exportations pétrolières iraniennes, piliers de son économie. Ainsi, après 2018, les exportations de pétrole iraniennes se sont effondrées de plus de 60%, faisant perdre au pays des milliards de dollars annuels. L'ampleur de ces sanctions était sans précédent.
L'administration Trump a désigné plus de 970 individus et entités iraniens lors de plus de 26 séries de sanctions, soit plus que toute autre administration américaine dans l'histoire. Des réseaux financiers ont été démantelés. Un vaste réseau de sociétés écrans en Iran, aux Émirats arabes unis et en Turquie a été sanctionné pour avoir secrètement transféré plus d'1 milliard au corps des gardiens de la révolution islamique. Plus de 70 institutions financières liées à l'Iran, ainsi que leurs filiales nationales et étrangères, ont été visées. Le système bancaire mondial a fermé. SWIFT a coupé l'accès à toutes les banques iraniennes sanctionnées, y compris la Banque centrale d'Iran. L'impact économique a été dévastateur. L'économie iranienne s'est contractée d'environ 6% en 2018 et de près de 7% en 2019. Sur une base par habitant, le PIB de l'Iran s'est effondré de façon spectaculaire, passant d'environ 8 000 $ en 2012 à près de 5 000 $ en 2024, selon les données de la Banque mondiale. La pression a dépassé les frontières de l'Iran. Les États-Unis ont aussi visé les entreprises étrangères actives à Téhéran, dont de grandes sociétés chinoises. Un exemple marquant a été ZTE, une des principales entreprises de télécommunications chinoises. ZTE a été à plusieurs reprises surprise à commercer illégalement avec l'Iran, notamment en vendant des technologies américaines et des puces Nvidia utilisées à des fins de défense. Washington a interdit les exportations américaines vers ZTE, ce qui a presque paralysé l'entreprise. L'interdiction étant très sévère, le gouvernement chinois a demandé aux États-Unis un assouplissement. ZTE a payé de lourdes amendes et accepté des conditions strictes pour survivre. Les États-Unis ont agi ainsi pour pousser l'Iran à accepter un accord plus strict et renoncer à ses ambitions nucléaires. Au lieu de cela, les tensions ont continué de monter, menant rapidement à une confrontation ouverte. Le 12 mai 2019, 4 navires commerciaux ont été endommagés au large de Fujairah, près du golfe d'Oman. Les navires comprenaient 2 pétroliers saoudiens, un pétrolier battant pavillon norvégien et un navire de soudage émirati. Peu après, d'autres pétroliers ont été attaqués dans le golfe d'Oman. Les États-Unis ont accusé l'Iran ou ses alliés et ont envoyé plus de forces navales. Le Moyen-Orient était à nouveau au bord du gouffre. En janvier 2020, Téhéran a déclaré avoir levé toutes les restrictions sur l'enrichissement d'uranium, mais cette affirmation était trompeuse. Les activités nucléaires de l'Iran ont non seulement repris mais aussi fortement accéléré après un tournant majeur cette année-là. Le 3 janvier 2020, l'armée américaine a mené une frappe de drone près de l'aéroport international de Bagdad, tuant Qassem Soleimani. Il commandait la force Al-Quds, unité d'élite des opérations extérieures des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Soleimani était l'une des figures les plus puissantes d'Iran, et son assassinat a choqué la région. Cela a porté les relations entre les États-Unis et l'Iran à leur niveau le plus dangereux depuis des décennies, et l'escalade a continué. Plus tard la même année, le 27 novembre 2020, Mohsin Fakhrizadeh a été assassiné. Ce n'était pas un homme ordinaire, mais l'architecte du programme nucléaire iranien. Pour la direction iranienne, ce fut un moment décisif. Le message était sans équivoque. Les commandants militaires les plus puissants de l'Iran et ses scientifiques nucléaires les plus secrets n'étaient plus intouchables. En 2021, le P5, plus un... Des pays ont tenté de relancer un accord nucléaire avec l'Iran et les États-Unis. Mais les négociations ont de nouveau stagné, parce que l'Iran a exigé des garanties plus solides que les États-Unis ne se retireraient pas à nouveau de l'accord, ce que Washington a déclaré ne pas pouvoir promettre légalement. En même temps, l'Iran a insisté pour que soit clôturée une enquête de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur des traces d'uranium d'origine humaine, trouvées sur plusieurs sites non déclarés à l'intérieur de l'Iran. Les puissances occidentales ont refusé cette exigence. Après la guerre Russie-Ukraine, la situation a changé. Isolés par les sanctions, la Russie et l'Iran se sont encore rapprochés. Moscou cherchait drones, armes et alliés régionaux, tandis que Téhéran voulait soutien diplomatique, technologie et moyens de pression sur l'Occident. La Russie désormais alliée à l'Iran, les chances d'un retour au statu quo nucléaire se sont presque évanouies. Et le programme nucléaire iranien n'a pas ralenti, il s'est accéléré. Aujourd'hui, l'enrichissement rapide de l'uranium par l'Iran est devenu le principal obstacle pour les diplomates qui tentent de relancer l'accord nucléaire, en raison de l'augmentation des activités nucléaires en Iran. En avril 2025, les États-Unis ont repris des discussions indirectes avec l'Iran, avec Oman jouant le rôle de médiateur, mais la situation a continué de se détériorer. Dans un rapport confidentiel de l'AIEA, daté du 31 mai 2025, l'agence a confirmé que l'Iran possédait désormais plus de 400 kg d'uranium, enrichi à 60% de pureté, soit une augmentation de près de 50% ou 133,8 kg depuis son rapport de février. Cela faisait de l'Iran le seul État non nucléaire au monde à atteindre de tels niveaux d'enrichissement. L'AIEA
a de nouveau averti que l'uranium, enrichi à 60%, ne sert à aucune fin civile crédible et se situe dangereusement près du niveau de matière fissile de qualité militaire. Des médias ont révélé que l'Iran avait mené des activités nucléaires secrètes avec du matériel non déclaré sur 3 sites, toujours investigués par l'agence. Cependant, le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé l'AIEA de s'appuyer sur des documents falsifiés fournis par Israël. Israël n'était pas d'humeur à prendre des risques, mais cette fois, il a illuminé le ciel. En juin 2025, Israël a lancé des frappes contre l'installation nucléaire de Natanz en Iran. Elle a ciblé des structures souterraines, dont une salle d'enrichissement, des centrifugeuses, des systèmes électriques et des infrastructures essentielles. À peu près à la même période, l'agence de presse Tasnim d'Iran a rapporté la mort de 2 personnes. Elle les a décrites comme d'importants scientifiques nucléaires. Mohamed Mehdi Teranchi et Feredoun Abbasi n'étaient pas des personnalités ordinaires. Il était l'ancien chef de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, un ancien membre du Parlement, et il détenait un doctorat en physique nucléaire. Il avait mené des recherches nucléaires avec le ministère de la Défense iranien. Abbasi avait survécu à une tentative d'assassinat en 2010 lorsque 2 explosions à Téhéran avaient tué son collègue scientifique nucléaire Majid Shahriari. Après cet incident, l'Iran est resté sous surveillance internationale constante. En décembre 2025, les tensions ont augmenté, après la répression violente des manifestations nationales par l'Iran. De nouvelles images satellites ont révélé une activité suspecte sur 2 sites nucléaires iraniens, qui avaient été bombardés l'année précédente par Israël et les États-Unis. Les images, prises par Planet Labs PBC, montraient que de nouveaux toits avaient été construits sur 2 bâtiments endommagés des installations nucléaires d'Ispahan et de Natanz. La situation est désormais critique. Si l'Iran ne renonce pas à son programme nucléaire, les États-Unis pourraient envisager une action militaire. Au cours des dernières semaines, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région, déployant des systèmes de défense THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, supplémentaires, et des batteries de missiles Patriot, y compris de nouveaux déploiements à la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. Donald Trump a menacé d'une action militaire, avertissant que si l'Iran refuse un accord, la prochaine attaque sera pire que celle de juin dernier contre les sites nucléaires iraniens. Pour Washington, l'Asie compte déjà 5 puissances nucléaires, Russie, Chine, Inde, Pakistan et Corée du Nord. Ajouter l'Iran serait peut-être une erreur fatale. C'est un pays dirigé par un régime islamique radical qui a maintes fois déversé sa haine contre Israël et l'Amérique. Les responsables américains et alliés redoutent que, sur le long terme, des matières ou technologies nucléaires, voire du savoir-faire, tombent entre les mains d'organisations terroristes. Un tel développement menacerait non seulement le Moyen-Orient, mais aussi la sécurité mondiale,